Aujourd'hui encore se dresse au Bénin, sur le tombeau de Béhanzin, ancien souverain du Dahomey, l'emblème du royaume perdu, comme un appel à toutes les résistances à venir, comme une invitation faite aux Africains à se saisir de leur propre histoire. L'histoire de l'Afrique est une histoire d'humiliation, une histoire d'oppression, une histoire de discrimination. Nous, les Africains, nous aurions toutes les raisons de dire « je baisse les bras ». Mais ce qui me plaît chez les Africains, c'est qu'ils ne baissent jamais les bras. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, dit le proverbe africain, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. Depuis l'aube de la colonisation, l'histoire de l'Afrique, ce sont bien les chasseurs qui en détiennent le monopole et qui en fixent le contenu. En exaltant les prouesses d'explorateurs plus ou moins pacifiques, les mérites d'une conquête plus ou moins violente, et surplombant le tout, la générosité du contact. Toutes les conquêtes coloniales sont de même nature et utilisent la même méthode, n'est-ce pas? On parle de protection, on parle de civilisation, on parle de protectorat, mais on n'attend pas d'être invité, on s'invite soi-même, n'est-ce pas? L'Afrique ne s'est pas laissée prendre sans opposer la moindre résistance. Bien au contraire. Ici et là, des chefs de guerre se sont dressés contre le conquérant européen. Et peu importe la nature de ces résistances et leur efficacité face à l'armement très sophistiqué du colonisateur, elles occupent depuis lors une place de choix dans l'imaginaire africain. Toutes deviendront pour les futurs libérateurs du continent à la fois une source d'inspiration et un encouragement à l'action. Chacune des grandes puissances coloniales aura donc à lutter contre l'un de ces résistants de la première heure. Qu'en est-il par exemple du colonisateur français au Dahomey? Déjà présent sur la côte, il s'avance à l'intérieur des terres avec sa troupe de 2000 hommes. Sa progression se verra contrariée par le seul Béhanzin, roi d'Abomey. Le farouche fils de Glélé est en effet le seul à refuser de signer le traité que lui propose le conquérant français. Les discussions étaient assez ardues du temps de Glélé, mais quand il est mort, le fils Béhanzin qui lui a succédé a été encore plus intransigeant, parce qu'il était plus nationaliste, si on peut dire, que son père, presque plus nationaliste que son père, et il n'admettait pas qu'on puisse posséder en toute propriété une partie de son royaume. Le pays est inaliénable en tout parti. Et au terme de 2 années de résistance, le roi déchu du Dahomey est exilé avec toute sa famille. Il mourra à Alger en 1906. Béhanzin est retourné à Abomey dans son fief en 1928, sous le dynamisme de son fils Wanilo, qui a œuvré, qui a utilisé tous les moyens pour que le corps de son père revienne dans son terroir. Ça a été des funérailles grandioses. Je me souviens de ce temps-là. C'était vraiment, on a senti que tout le peuple du Dahomey vivait ce retour comme une espèce d'hommage mérité à ce patriote, à ce nationaliste qui n'a pas cédé devant la force. On a corrigé tout ce qu'il y avait d'excessif dans les accusations dont il était victime et aussi redonner à la nation béninoise le sens de son histoire. Je n'accepterai jamais de signer aucun traité susceptible d'aliéner l'indépendance de la terre de mes aïeux. Autre figure majeure de la résistance, mais cette fois-ci contre le colonisateur portugais, Gungunhana, le souverain de Gaza, dernier royaume au sud du Mozambique. Ele era muito orgulhoso. Il était très fier d'être le roi de son peuple. En prison, alors qu'il ne pouvait plus résister, il refusait tout de même d'obéir aux ordres qui lui étaient donnés.
Par exemple, de s'asseoir à même le sol. Les Portugais l'ont humilié, ils lui ont craché dessus et l'ont forcé à s'asseoir par terre. Ce qu'il trouvait indigne pour un roi. Après 10 ans de captivité, Gungunyana meurt en exil aux Açores. On ne peut pas dire de lui qu'il fut un démocrate. En revanche, c'était un farouche défenseur de son empire et de son peuple. Il y a des leçons positives à en tirer. Dans certaines phases de l'histoire, il peut être nécessaire d'avoir ce genre de caractère pour défendre une patrie. Insaisissable chef religieux et militaire, Mohammad Abdullah Hassan résiste aux Britanniques pendant plus de 20 ans. Ce qui lui vaudra de la part de ses adversaires le surnom peu flatteur de Mad Mullah, le mollah fou. Lorsqu'on entreprend de façonner un pays, que l'on marque son époque et qu'on lui fait prendre une place importante dans l'histoire, il se peut qu'on devienne plus rigide, plus autoritaire. Et c'est parfois nécessaire. Je n'excuse pas l'autoritarisme, je dis simplement que Mohammad Hassan n'était pas différent de Garibaldi, par exemple, ou encore de Bismarck. Il n'était pas différent de toutes ces figures historiques qui ont dû braver leur peuple et le rassembler, tel un troupeau de moutons sur un pâturage nationaliste. Tout cela dans le but de former un peuple uni, une nation. Un pays devient le symbole même de la résistance. L'Éthiopie du Négus et roi des rois, Ménélik II, à la tête d'une véritable armée africaine. Une armée unique en son genre. Fort de cela et de sa science du combat, Ménélik écrase les Italiens en 1896 dans la plaine d'Adoua, à l'extrême nord du pays. L'écho a été considérable non seulement en Afrique, mais en Europe, aux États-Unis, dans les Caraïbes, partout où il y avait les descendants d'Africains, des esclaves libérés, émancipés. Et à l'époque même de Ménélik, avant même cette bataille, il y avait déjà des Haïtiens, des Afro-Américains qui venaient en Éthiopie parce que c'est un pays qui est libre. Et donc, il y avait une petite fascination. La bataille d'Adoua, elle, a accéléré ce processus. L'Éthiopie, c'est le symbole de la vieille Afrique. C'est le symbole de l'Afrique mère. C'est le symbole de l'Afrique résistante. L'Éthiopie, c'est la communion entre les Africains du continent et les Africains de la diaspora. L'Éthiopie, c'est le pays qui a été présent à tous les moments où on a parlé d'Afrique unie. Le mot Éthiopie même, il est bon de le signaler, signifie en grec ancien la terre des hommes au visage brûlé. Nom qui était donné à l'Afrique en entier par les Grecs anciens. Vous le retrouvez chez Hérodote, dans la géographie d'Hérodote, mais aussi vous le retrouvez chez Homère. Tout ce qu'il rencontrait même en Égypte s'appelait Aethiops, la terre des hommes au visage brûlé. L'exposition coloniale de 1931 à Paris-Vincennes n'a d'autre but que de glorifier la mission civilisatrice de l'Occident. Et elle ne s'en prive pas. Mais les millions de visiteurs qui parcourent cet immense rassemblement de clichés folkloriques et de spectacles vivants d'un goût parfois très discutable, qu'auront-ils appris de la civilisation africaine? Rien. Ou presque rien. À Bambari, lorsque j'étais au collège,
C'est Boganda, je dois vous avouer, qui a été à la base de mon nationalisme et de mon panafricanisme. C'est Boganda c'était le premier prêtre oubangien. Il avait une grande culture gréco-latine, et qui nous disait, ah non, attention, les maîtres de ce monde-là autrefois, c'était les pharaons, les Égyptiens dont on entend parler, là, c'est des Noirs, les pharaons, et que la civilisation est née il y a plus de 4 ou 5 000 ans. En Égypte, il y avait une civilisation nègre, libyenne, etc. et tout, et que même les savants grecs, les Thalès, les philosophes, tout ça venait apprendre en Égypte que l'Afrique est détentrice d'une vieille civilisation. La négritude opprimée, on en trouve un exemple dans le sud de l'actuelle Somalie, région qu'occupent les Italiens depuis le XIXe siècle. Un traité signé en 1915 a autorisé l'Italie à accroître ses ambitions dans cette région de la Corne de l'Afrique. Et son appétit n'a cessé de grandir dans les décennies qui ont suivi. Cet appétit, Mussolini va vouloir le satisfaire avec son projet de l'Africa Orientale Italiana. Pour parachever ce rêve d'empire colonial, le Duce, qui détient déjà la Libye, doit se saisir de l'Éthiopie et chasser de son palais le Négus, roi des rois et lion conquérant de la tribu de Juda, Haïlé Sélassié, et venger dans le même temps l'humiliation d'Adoua. Le Négus se prépare à faire face avec le soutien d'officiers qui lui restent fidèles. En 1935, les troupes italiennes attaquent l'Éthiopie, pays libre et membre de la Société des Nations. Nous suivions jour après jour les événements d'Éthiopie. Pouvait-on être un homme de couleur et être insensible à la montée du racisme et au développement de l'impérialisme? Nous étions en face d'une Europe insolente, arrogante, conquérante, une force d'écrasement extraordinaire. Al popolo italiano e al mondo che la pace è ristabilita. E io aggiunga che si tratta della nostra pace, della pace romana, che si esprime in questa semplice, irrevocabile, definitiva proposizione. L'Éthiopie est italiana. Mussolini peut bien clamer que l'Éthiopie est italienne, politiquement il n'en est rien. Le vrai pouvoir est ailleurs, incarné par la frêle silhouette du Négus exilé. Le discours que vous allez entendre va être prononcé en langue amharique. Une traduction française et une traduction anglaise en seront données simultanément par dispositif téléphonique. Monsieur le Président, Haïlé Sélassié oppose son calme et sa dignité au sifflet des fascistes. Les Italiens sont les seuls à le huer, les seuls à vouloir l'empêcher de parler. Il parlera. Il a dit, si vous ne donnez pas justice à l'Éthiopie, l'allumette qui vient d'être déclenchée sur l'Éthiopie après la bataille de Macho, mai 1936, ne va pas s'arrêter avant de brûler le monde entier. Le roi des rois reprend possession de sa capitale, Addis Abeba, et redonne confiance par son exemple à tout un peuple, et même au-delà. People who see this throughout the world will realize that even in the 20th century, with faith, courage, and a just cause, David will still beat
Goliath. La Gold Coast, le pays de la femme au fusil, la reine mère Ashanti, noble figure de la résistance aux colonisateurs britanniques. Ces musiciens de bronze, à Accra, songent-ils à leur héroïque Queen Mother? Alors qu'ils célèbrent la gloire de Kwame Nkrumah, l'homme qui va redonner de la vigueur au projet panafricain et surtout faire se lever l'ouragan des indépendances sur l'ensemble du continent. Forward then to independence now. Tomorrow, the United States of Africa.